Je vais vous faire une introduction à cette journée. En fait, je vais vous parler un petit peu d'une vision globale de la drépanocytose en 2014. Je vous prie d'excuser le fait que mes diapositives soient en anglais, pour essayer de situer un petit peu les points sur lesquels on va intervenir dans cette journée. Alors donc, on va parler de ce qu'on connaît de la drépanocytose en 2014, du fait que les nouveaux traitements, heureusement, prolongent la vie des patients, de quelles sont les nouvelles espérances en termes de développement de nouvelles approches thérapeutiques. Et puis on dira quelques mots également de la drépanocytose dans le monde en développement, parce que c'est quand même là qu'elle est extrêmement présente. Alors juste un tout petit peu d'historique. 1910, c'est la première description médicale de la drépanocytose par James Herrick, un médecin américain. 1949, c'est la découverte de l'hémoglobine S par Linus Pauling. Et quelque chose de très important, c'est que la drépanocytose est décrite comme la première maladie moléculaire. Et vous savez que ce concept de maladie moléculaire, maintenant, est quelque chose d'extrêmement commun. 1956, Ingram, que vous voyez ici, découvre la substitution d'acide aminé qui est responsable donc de cette hémoglobine S. Alors, depuis ces descriptions historiques, il y a eu bien évidemment des avancées totalement majeures en termes de physiopathologie sur le mécanisme moléculaire de la maladie, en termes de génétique et de biologie cellulaire de la maladie, une avancée considérable qui a été amenée par le développement de modèles animaux qui maintenant permettent de tester les nouvelles drogues, par exemple. En termes de clinique également, la description de la maladie a été réalisée de façon extrêmement précise, mais il est quand même assez paradoxal de voir que cette description de la maladie, eh bien, elle a été faite dans les pays du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Europe, et on est encore extrêmement ignorant de l'histoire naturelle de la maladie en Afrique, par exemple. On reconnaît depuis un certain temps le risque dû à l'infection pendant la période néonatale et pendant l'enfance, le rôle des antibiotiques et des vaccinations justement pour prévenir ce risque infectieux, l'impact de la transfusion, l'hydroxycarbamide ou hydroxyurée, dont on parlera cet après-midi, et puis la greffe de moelle qui sera également discutée. Alors le schéma physiopathologique de base, il est bien connu, c'est cette hémoglobine S qui est parfaitement soluble à l'intérieur du globule rouge normal de forme biconcave et qui, lorsque l'hémoglobine rend son oxygène, passe en forme désoxy, polymérise à l'intérieur du globule rouge, forme ces grandes fibres de polymère qui déforment le globule rouge, le rendent rigide et le rendent fragile, d'où l'anémie et d'où les crises vaso-occlusives, c'est-à-dire l'obturation des petits vaisseaux. Donc, première approche thérapeutique possible, remplacer, au moins partiellement, ce sang avec cette hémoglobine S, ces globules rouges avec cette hémoglobine S, par du sang normal, par la transfusion. Un autre point extrêmement important et qui est à la base d'approches thérapeutiques novatrices, c'est le fait que l'hémoglobine fétale persiste chez les sujets drépanocytaires et que clairement, plus on a d'hémoglobine fétale et moins est sévère la maladie. Donc l'hémoglobine fétale protège contre les manifestations sévères de la maladie. Vous avez ici une courbe des courbes de survie chez des sujets qui ont un taux d'hémoglobine fétale élevé. La barre avait été fixée par Aura Platt, qui est l'auteur de cet article, à 8,6%. Vous voyez la survie des patients qui ont plus de 8,6% d'hémoglobine fétale, et ici la survie des patients qui ont moins de 8,6% d'hémoglobine fétale. La différence est flagrante. En termes moléculaires, on comprend très très bien le mécanisme, on le connaît. L'hémoglobine fétale, quand elle est présente dans le globule rouge en même temps que l'hémoglobine S, prévient la polymérisation de cette hémoglobine S et donc la pathologie de la maladie. Alors, à partir de cette hémoglobine fétale, eh bien, deux voies thérapeutiques se sont profilées. D'abord, l'hydroxycarbamide, dont on parlera cet après-midi, qui a été donnée pour augmenter l'hémoglobine fétale. Et puis, deuxièmement, les perspectives futures de thérapie génique,
où on peut essayer de faire se réexprimer par les techniques modernes de biologie cellulaire cette hémoglobine fœtale. Toujours en termes de physiopathologie, en fait, au-delà du mécanisme primaire que je vous ai décrit, il est clair que le déclenchement de la crise vaso-occlusive, qui est la principale manifestation de la maladie, est extrêmement complexe et ne fait pas intervenir que le globule rouge ici, mais fait intervenir tous les éléments qui sont présents dans le vaisseau, avec en particulier l'endothélium, c'est-à-dire donc la paroi du vaisseau, les globules blancs avec les neutrophiles et des phénomènes inflammatoires, et également les facteurs de l'hémostase. Donc la drépanocytose n'est pas une maladie du globule rouge uniquement. Beaucoup d'autres éléments interviennent. Également, en termes de physiopathologie, on a découvert un phénomène qui est particulièrement important dans le déclenchement de la crise vaso-occlusive, qui est une adhérence anormale du globule rouge à l'endothélium, que vous voyez schématisé ici. Ça, c'est un globule rouge. Ça, c'est une cellule endothéliale en culture. Et ça, c'est la pipette de l'expérimentateur sur laquelle on exerce un vide et qui essaye de décoller cette cellule, globule rouge, extrêmement collée ici à la cellule endothéliale. Donc ici, on a maintenant des phénomènes extrêmement complexes, à la description desquels notre groupe ici a participé de façon importante. Et un autre aspect qui est important, c'est que toutes les cellules à l'intérieur du vaisseau chez les sujets drépanocytaires sont activées et que même le globule rouge, qui pendant longtemps a été considéré comme une cellule bête, entre guillemets, un simple sac à hémoglobine, n'est pas si bête que ça et a des voies de signalisation qui sont capables de majorer ces phénomènes d'adhérence. Un autre rôle, un autre participant à la physiopathologie qui a été récemment mis en évidence, c'est le rôle de l'hémolyse. L'hémoglobine libre ici, qui est libérée à partir du globule rouge lysé, va être un agent destructeur du monoxyde d'azote, le NO, et le NO est un agent régulateur de la motricité des vaisseaux, et cet aspect participe également à la physiopathologie, et modifier la production ou l'effet du NO a été est l'objet d'investigations en termes de nouvelles thérapeutiques. Donc, nouvelles approches pharmacologiques qui seront abordées cet après-midi par Marianne de Montalembert à la lumière de ces nouvelles données physiopathologiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, comme dans beaucoup de choses, aux États-Unis, l'augmentation de la durée de vie, de l'espérance de vie des sujets drépanocytaires, en fait, coïncide avec les avances dans la recherche. Et aux États-Unis, il y a eu le US National Sickle Cell Act qui a été pris par le président Nixon et qui a donc donné beaucoup d'argent pour la recherche sur la drépanocytose. Et vous voyez qu'à partir de cet influx d'argent pour la recherche, eh bien, on voit une augmentation de la durée de vie des patients. Alors, cette augmentation de la durée de vie des patients, il faut quand même dire qu'elle est basée essentiellement sur la prévention des complications infectieuses par les antibiotiques préventifs et par les vaccins, et également par la transfusion qui, comme l'a dit Jean-Pierre, joue un rôle tout à fait majeur et central dans la prise en charge des patients. Alors, un autre point quand même qui est extrêmement important, c'est que ces progrès très impressionnants dans l'amélioration de l'espérance de vie des patients ont également été dus à l'introduction du dépistage néonatal de la maladie et donc de la prévention de l'infection. Vous voyez que ceci est la courbe de mortalité des enfants en dessous de 3 ans, et vous voyez que c'est là qu'on observe le plus grand effet, beaucoup plus finalement en termes absolus numériques que la prise en charge systématique avec l'inclusion donc de la transfusion et de l'hydroxyurée et d'autres interventions thérapeutiques que l'on verra en détail dans la journée. Les perspectives nouvelles en fonction de l'amélioration donc des connaissances, de l'existence de modèles animaux, d'amélioration des techniques de biologie cellulaire, de
de la génétique moléculaire, etc. C'est bien sûr le développement de la greffe de moelle, et puis c'est le développement de la thérapie génique. On en parlera également en fin de journée. Alors, il y a deux mondes dans la drépanocytose. Il y a le monde des pays du Nord, hein, où les enfants sont dépistés à la naissance, où 99% des enfants sont survivants à 15 ans. Et puis, il y a les pays en développement, pays pauvres, où il n'y a pas le dépistage néonatal, où à 15 ans, eh bien, il n'y a que 10% des enfants qui sont survivants. Cette diapositive est prise à Chérif Rahimi, qui interviendra tout à l'heure et qui exerce au Bénin. Alors, ce qui est également assez impressionnant à considérer quand on parle de drépanocytose, eh bien, c'est la disparité des ressources entre les pays où la maladie est réellement endémique et les pays du Nord. Il y a à peu près 100 000 patients aux États-Unis, il y a à peu près 50 000 patients en Europe, et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, 80% des patients en fait vivent dans des pays de revenus faibles. En Inde, en Afrique, en Inde, ça a été longtemps sous-estimé, mais il est vraisemblable que le nombre de patients en Inde est à peu près comparable à celui de l'Afrique. Et puis, par exemple, au Brésil, le Brésil est de loin le pays des Amériques, hein, du Nord et du Sud, où il y a le plus grand nombre de patients drépanocytaires. Donc, je voudrais finir en vous montrant ici l'importance que nos collègues africains attachent à la transfusion, puisque toute cette matinée va être consacrée à la transfusion, et on est ici à l'Institut national de la transfusion sanguine. Il y a eu un congrès il y a exactement un mois à Kinshasa du réseau d'études centrafricain de la drépanocytose, le REDAC, et dans les résolutions qui ont été prises par les participants à ce congrès, vous voyez que la résolution numéro 1 est la nécessité de dresser un partenariat entre les sociétés savantes africaines et de la région, Centrafrique, et les associations professionnelles, telles que, en premier rang, les associations de transfusion sanguine, en sollicitant une grande conférence et des actions communes donc, entre le groupe des transfuseurs africains et les praticiens de la drépanocytose. Et puis la dernière recommandation qui est ressortie du travail de ce colloque à Kinshasa, c'était la 10e, c'était que le prochain colloque du REDAC aurait pour thème transfusion et drépanocytose. Et je vous invite tous à surveiller la publication du programme et du lieu de ce prochain colloque. Donc voilà, je voulais en finir ici en disant que la drépanocytose, c'est le combat de tous, et c'est la collaboration entre les pays du Nord et les pays du Sud, et la collaboration au sein des pays du Sud qui pourra faire avancer les choses. Et j'espère que cette journée, d'ailleurs j'en suis sûr, va être extrêmement pleine d'échanges entre la salle et les intervenants, et pleine de succès. Voilà ce que je voulais vous dire.